Et l'invité exceptionnel de iTélé ce soir, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Laurence. Merci beaucoup d'accorder à iTélé cet entretien exclusif. Vous le savez, en ce moment sont réunis à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement des 19 pays européens. Il y a en ce moment une réunion qui précède ce sommet avec Angela Merkel, François Hollande et Alexis Tsipras. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas de proposition écrite et concrète de la Grèce. Est-ce que cela vous surprend ou pas ? Non, écoutez, il y a beaucoup trop d'agitation, beaucoup trop de discours, beaucoup trop de propositions. Bon, on affole l'opinion, on trouble les esprits. Les choses sont beaucoup plus simples. La Grèce, depuis le début de l'année, a choisi une politique économique différente de la politique économique de la zone euro. La zone euro, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone qui est à la fois économique et monétaire. Et donc, on a une monnaie commune, mais on doit avoir une politique économique commune. On le dit depuis le début, vous avez dû le répéter 25 fois dans vos émissions, il ne peut pas y avoir de monnaie commune sans politique commune. Depuis le mois de janvier dernier, la Grèce a choisi une politique économique différente. Bon, c'est son droit. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne une distance vis-à-vis de l'union monétaire. Parce que l'union monétaire regroupe les gens qui veulent une union monétaire et économique. Ce n'est pas du tout un drame, puisqu'en Europe, nous sommes 28 pays. Sur ces 28 pays, vous avez 9 pays qui ne sont pas dans la zone euro et qui se portent assez bien les uns les autres. Donc il peut y en avoir 9, il peut y en avoir 10. Si bien que je trouve que cette agitation est excessive, que ça abîme l'euro, ça abîme l'image de l'Europe et qu'il faut en arriver à une solution simple qui est la sortie provisoire de l'euro, la mise en congé de la Grèce du système euro. On va y revenir évidemment dans le détail, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette dramatisation à votre avis ? Pourquoi est-ce que cette sortie, ce Grexit apparaît comme un drame ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a les médias. Deuxièmement parce que les hommes politiques grecs actuels sont des spécialistes du théâtre politique, il faut voir. Ils font des discours tous les jours, matin et soir, et ainsi de suite. Et enfin parce qu'il y a la spéculation internationale. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de gagner et de perdre de l'argent dans cette affaire et qui le font tous les jours. Les grandes banques mondiales de spéculation, d'investissement américaines et malheureusement aussi françaises jouent dans cette affaire. Donc il y a beaucoup d'intérêts en présence. Ça ne justifie tout de même pas qu'on affole l'opinion publique. Est-ce qu'Alexis Tsipras est un partenaire crédible à votre avis, pour les Européens? Est-ce qu'il faut l'écouter? Est-ce qu'on peut encore lui accorder notre confiance? C'est un homme crédible pour ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, ce n'est pas du tout ce que veut faire l'Union européenne. C'est un homme qui a un passé politique très marqué, très extrême, c'est son droit, bien entendu, mais qui n'est pas du tout celui de la ligne générale de l'Union européenne actuelle. Donc on peut l'écouter, l'entendre, mais il ne se ralliera jamais à l'idée qui est la nôtre, c'est-à-dire une société démocratique, apaisée, raisonnable et qui organise calmement son progrès. Le peuple grec est derrière Alexis Tsipras, il l'a prouvé encore dimanche. Est-ce qu'en disant non lors de ce référendum, ils ont dit non à l'Europe, selon vous? Les pauvres, on leur a demandé de faire un choix impossible, parce que l'Europe a fait des propositions raisonnables, qui sont probablement les dernières, en fait. Donc en disant non, ils disaient non à l'Europe. Et en même temps, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Donc on leur a fait dire non à quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Alors comment cette sortie de l'euro, cette mise en congé de l'euro pourrait s'articuler? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les traités qui nous permettrait de permettre à la Grèce de sortir de la zone euro? Il faudra un peu travailler, puis il faudra mettre un peu de bonne volonté. Ce n'est pas l'expulsion de la Grèce de la zone euro. Quand on a fait l'euro, c'est-à-dire à peu près il y a maintenant 13 ans, quelque chose comme ça, enfin quand on a lancé le système, on avait mis une clause de sortie. C'est-à-dire qu'il y avait des pays qui pouvaient dire non, moi ça ne me concerne pas, vous avez un protocole pour la Grande-Bretagne, vous avez un protocole pour le Danemark, enfin au total 9 pays. Donc ils appliquaient la même règle à la Grèce. Et de dire, vous retrouvez une monnaie nationale qu'il faut que vous émettiez, on va vous aider, il ne faut pas le faire dans l'affrontement, mais dans la coopération, vous allez faire les réformes que vous annoncez, vous dites que vous voulez les faire, faites-les. Et vous les ferez sous votre propre responsabilité. Vous ne direz plus, c'est l'Europe qui nous oblige. Faites ces réformes.
quand vous aurez fait et que vous aurez retrouvé votre équilibre, eh bien, vous verrez vous-même si vous souhaitez revenir dans la zone euro. C'est ce scénario qui se dessine ce soir, selon vous, à Bruxelles, cette sortie accompagnée de la Grèce de la zone euro? Je le souhaite. Et je crois que si on parlait tranquillement, si on faisait moins de discours théâtraux, et moins de déclarations en tout genre, c'est ce qui se passerait. Parce que c'est ce qui est raisonnable. La Grèce n'est pas en situation à l'heure actuelle de vivre avec une monnaie forte. Elle doit avoir une monnaie qu'elle puisse dévaluer. Pourquoi? C'est le chômage. La Grèce a un chômage très fort. Elle doit redevenir compétitive. Donc elle doit avoir des prix compétitifs. Elle doit avoir une monnaie qui lui permette de faire de la concurrence. Donc il faut qu'elle ait une monnaie à elle, adaptée à sa situation. Donc c'est son intérêt. Ça n'est pas contradictoire avec ce que peuvent souhaiter les autres Européens. Et donc on devra le faire calmement et raisonnablement. Et cette mise en retrait de la zone euro pourrait durer quelques années, une décennie? À mon avis, quelques années. Parce que le temps des réformes, alors ça c'est aux Grecs de savoir, ils sont très loin sur le plan des réformes. On ne va pas accabler la Grèce. Ils ont fait des efforts monumentaux, quand même. Ils ont commencé, oui. Alors ils ont commencé justement. L'inconvénient, c'est qu'ils commençaient sous la pression européenne. Donc les Grecs ont cru que ce qu'on leur enlevait, c'était l'Europe qui demandait qu'on le leur enlève. En réalité, c'est les réformes qui étaient nécessaires. Ils ont un système de retraite qui est très très mal géré et très au-delà de ce qui existe dans le reste de l'Europe. Ils ont une administration très nombreuse, au-delà des proportions également raisonnables. Il faut changer tout ça. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines, encore moins une séance de l'après-midi. Il faut leur laisser le temps de le faire entre eux, c'est-à-dire qu'ils aient la sérénité, le caractère démocratique pour accompagner ces réformes. Monsieur le Président, est-ce que vous ne regrettez pas l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne? C'est vous qui l'aviez lancée dans les années 1980? Alors, moi je l'avais lancée parce que j'avais un partenaire tout à fait éminent. Vous savez que la Grèce a eu beaucoup de malheurs depuis la guerre. Elle a eu une guerre civile épouvantable, un parti communiste extrêmement violent, une pauvreté affreuse en fait. Et elle s'était remise en route. Il y a eu un coup d'État fait par des colonels, par l'armée. Finalement, la Grèce était un peu, hélas, à l'abandon. Votre partenaire, c'était M. Karamolis? Alors, le grand Karamolis, Constantin Karamolis, qui était un homme réfugié à Paris, exilé à Paris, qui vivait dans un appartement dans le 16e arrondissement à lire les journaux grecs. Et que je suis allé voir pour lui parler justement de la Grèce. C'est un homme raisonnable, qui était un bon gestionnaire et qui a été salué par l'immensité du peuple grec. On aurait un homme comme lui à l'heure actuelle, le problème grec serait plus facile à régler. Donc ce n'était pas une erreur de faire entrer la Grèce dans l'Union européenne, mais c'était une erreur de la faire entrer dans la zone euro en 2001. C'était absurde. C'était absurde. Enfin, je l'ai dit à l'époque, pas trop fort, parce que je n'étais pas au pouvoir, c'est ceux qui étaient au pouvoir prendre des décisions, bien sûr. Mais la Grèce n'était pas en état d'entrer dans la zone euro. Il ne fallait pas prendre cette décision. Et on l'a prise sous la pression de la France. Il faut reconnaître nos responsabilités. Les Allemands étaient plutôt contre. Les pays du nord de l'Europe plutôt contre, et la France a fait un lobbying fort pour faire entrer la Grèce. C'était une erreur. De la part de votre prédécesseur? De la part, oui, absolument. Est-ce que l'Europe ne doit pas faire néanmoins son mea culpa, globalement? Est-ce que la situation de la Grèce aujourd'hui n'est pas aussi le fruit d'indécisions au fil des années? En partie, oui. Enfin, le système ne fonctionne pas bien, vous le savez, vous l'avez probablement répété. Car on a mis en garde la Grèce à plusieurs reprises. Si vous prenez la liste des avertissements qui ont été adressés à la Grèce sur sa gestion budgétaire entre 2002 et maintenant, on l'a beaucoup fait. La Commission s'est exprimée, le Parlement s'est exprimé. Donc le travail a été fait, peut-être pas avec l'autorité suffisante. Est-ce que le couple franco-allemand, incarné aujourd'hui par Angela Merkel et François Hollande, risque d'être une victime collatérale de ce qui se passe en Grèce? On a senti des dissensions entre la chancelière et le président français. Oui, il y a des dissensions, parce que la position allemande est plus ferme que la nôtre. La nôtre est guidée par des considérations, il faut le dire, électorales internes. C'est-à-dire que nos dirigeants ne veulent pas se couper de leur extrême gauche. Donc ils prennent des positions un peu intermédiaires, ce qui n'est pas le cas pour la chancelière, qui a une large majorité pour elle-même et ses partenaires.
Donc sa position est plus nette et la partie un peu faible du couple, c'est la partie française. Donc quand Manuel Valls dit que nous ne pouvons pas prendre le risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro car les conséquences économiques et politiques seraient trop lourdes à porter. Voilà, exactement ce qu'il ne faut pas dire. Parce que d'abord, ça n'est pas exact. Il y a, je le répète, 9 pays européens qui sont pas dans la zone euro, personne n'est traumatisé par cette situation. Que la Grèce entre ou sorte, ça dépend dans quelles conditions. Et qu'elle reste, est-ce qu'il faudra pour nous payer davantage? Est-ce que les Français sont prêts à payer beaucoup davantage pour que la Grèce reste? Et est-ce que M. Valls le leur proposera? Je n'en suis pas sûr. Le débat qui aura lieu demain à l'Assemblée nationale, sans vote, est-il utile? Faut-il informer les parlementaires français? Écoutez, oui, c'est utile, il faut le faire calmement. Je trouve que dans cette affaire, il y a beaucoup trop d'agitation, d'excès de toutes sortes, de spéculation par derrière. Il faut prendre les choses simplement. Nous voulions faire une union économique et monétaire, c'est l'objectif. On l'a fait dans le traité de Maastricht. C'est un traité qui a été adopté du temps de Mitterrand comme président de la République, qui est un bon traité d'ailleurs. À l'heure actuelle, un pays se trouve en dérive par rapport à ce traité. Il faut accepter cette dérive, prendre son temps et attendre que les choses se remettent en ordre. Je vous ai reçu il y a quelques mois pour votre livre « Europa, la dernière chance de l'Europe », préfacé par l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt. Vous estimiez alors que l'Europe n'avait plus que 20 ou 30 ans pour s'unir comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique. Sinon, bien, nous allons perdre la guerre économique qui se joue en ce moment, évidemment, face à l'Asie et que nous ne serons plus maîtres de notre destin. Est-ce que cette crise grecque peut être l'occasion pour l'Europe de se réformer, de se refonder? Elle devrait l'être. Elle devrait l'être, parce qu'il est clair, si vous voulez, qu'on ne peut faire les choses qu'ensemble. Mais ensemble, ça veut dire agir ensemble. Et pas avoir une politique particulière dans un pays avec des ultimatums adressés aux autres, des demandes exorbitantes et ainsi de suite. On ne peut agir qu'ensemble. Et ensemble, il faut se rapprocher. La prochaine étape, ça doit être de rapprocher nos impôts. Il faut que le groupe des Européens ait une fiscalité unique, homogène. Ensuite, pour mettre fin à toutes ces histoires de dettes, il faut avoir une dette européenne, comme les Américains ont une dette américaine. Et on apparaîtra ainsi comme une puissance économique, fiscale, financière, respectable et respectée dans le monde. Ce qui est un peu pénible dans toute cette situation, c'est qu'on agite sur les écrans du monde entier le malheureux euro et la malheureuse zone euro pour une situation qui est une situation de petite taille, en fait. Et on a l'impression que nous ne sommes pas solides, que nous ne savons pas où nous allons, ainsi de suite. Il faut reprendre, en réalité, avec les grands pays fondateurs, entre eux, la marche en avant. C'est l'occasion. Allons vers Europa. Europa avec évidemment moins de membres. Il faudrait revenir à 12 pays. À peu près. Voilà. Il faut prendre les pays fondateurs et les pays voisins. Et ceux qui ont... Parce qu'il faut le dire... Actuellement, vous avez cette agitation à propos de la Grèce. Mais vous avez des pays qui ont fait le travail. L'Espagne a fait le travail, a fait beaucoup de travail et s'est redressé. Le Portugal a fait beaucoup de travail, l'Irlande aussi. Donc ces pays, il faut au contraire les rassembler autour des pays fondateurs et avoir une puissance économique européenne stable et dynamique. Est-ce qu'il faut s'adresser au peuple pour arriver à cela? Est-ce que le référendum qui a eu lieu en Grèce, par exemple, dimanche, est l'arme qu'il faudra que chaque pays européen utilise aussi? Je pense que ça dépend des circonstances. Les Français ne sont pas habitués au référendum. Comme vous savez, quand il y a un référendum, il y en a eu un, ça a déclenché le départ du général de Gaulle. Il y en a eu un autre, ça a fait capoter la Constitution européenne. Donc les Français ont plutôt une espèce de propension à dire non dans les référendums. Ils ne voient pas que c'est un acte positif pour exprimer une volonté collective. Mais peut-être un jour, peut-être, avec une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle façon de s'exprimer, d'agir, peut-être on pourra leur dire, est-ce que vous voulez aller en avant avec l'Europe pour faire une grande puissance économique, oui ou non? Et ils diront oui. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un homme qui incarne cette Europe-là? Aujourd'hui, il y a Jean-Claude Juncker, il y a M. Schulz, et il y a plusieurs personnes, M. Tusk, qui incarnent l'Europe. Est-ce qu'il en faudrait un seul? Un ou une seule? Merci de penser aux femmes. Ça peut être absolument... Oui, d'ailleurs, dans tous les pays du monde, à l'heure actuelle, c'est un problème. Vous avez une certaine personnalisation du pouvoir. Dans le monde entier, tout le monde connaît M. Xi, qui est le président de la Chine, tout le monde connaît Obama, tout le monde connaît le pape François, ainsi de suite.
L'Europe, on ne connaît personne. Donc il serait heureux qu'un jour, un homme ou une femme brillante, il en existe, apparaissent et montrent au monde extérieur le vrai visage de l'Europe. Aujourd'hui, qui a le vrai pouvoir? C'est le président de la Commission en Europe, M. Juncker. Est-ce qu'il incarne bien ce pouvoir? Est-ce qu'il agit avec raison, avec mesure? Alors, je ne vais pas me mettre à critiquer, parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais la Commission n'est pas l'autorité suprême en Europe. L'autorité suprême, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Elle ne se réunissent pas suffisamment, demain je crois. Le système présidentiel n'y fonctionne pas bien. La preuve, c'est que vous ne connaissez à peine probablement le nom de ce président. C'est donc là qu'est la lacune. La Commission a un travail à faire, c'est un travail technique, sérieux, mais elle n'a pas le pouvoir de gouverner l'Europe, c'est le Conseil qui gouverne l'Europe. Si vous aviez un message à faire passer ce soir aux Grecs, au peuple grec, qui sont suspendus à ce qui va se passer ce soir à Bruxelles, c'est lequel? C'est de dire, agissez comme vous pensez que c'est bon pour vous. Si vous voulez rester dans la zone euro, ça vous impose des sacrifices très forts. Bon, vous pouvez choisir de le faire. Si ces sacrifices vous paraissent trop pénibles, eh bien, il faut vous réformer avant, sortir de la zone euro, avoir une monnaie nationale que vous gérerez d'une façon naturellement responsable et raisonnable. Vous ferez vos réformes et puis vous reviendrez dans le système lorsque vos réformes seront faites. Vous restez européen, parce qu'il reste dans l'Union européenne, donc vous bénéficiez de ce qu'il y a dans l'Union européenne, des aides, parce qu'il y a un certain nombre d'aides, comme vous savez, vous continuez à en bénéficier, des libertés commerciales, ainsi de suite. Pour la monnaie, faites votre choix, ou bien vous acceptez le sacrifice immédiat, mais vous avez dit non, et sinon, eh bien, il faut prendre un délai pendant lequel vous allez réformer votre système avant de revenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir choisi iTélé pour vous exprimer ce soir sur la situation grecque. Toutes vos propositions sont dans votre livre Europa, la dernière chance de l'Europe, aux éditions IXO. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, un nouveau journal sur I.